Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africable Télévision, la chaîne du continent, et merci pour votre fidélité à notre rendez-vous du vendredi soir pour À votre avis. En première partie d'émission, nous allons nous pencher sur l'état de santé actuel du cinéma africain, plus de 50 ans après les premiers balbutiements. En deuxième partie, nous allons examiner la problématique du chômage des jeunes diplômés en Afrique. Et en troisième partie, nos invités répondront à vos appels téléphoniques. Alors, comme invité, je reçois ce soir M. Hassan Kouyaté, cinéaste, et M. André Abdulkarim Traoré, qui est le directeur général de Perfectum Afrique, qui est un cabinet de recrutement, de formation et de conseil, et président de l'Institut africain de professionnalisation en management. Vous êtes basé à Bobo et à Ouaga. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Le cinéma africain, quelle réalité? Le cinéma africain a des problèmes structurels qui datent de sa naissance. Ces problèmes structurels sont ceux du financement, de la production, de la distribution, de la formation au métier du cinéma, auxquels se sont ajoutés maintenant la disparition des salles de cinéma et le piratage impuni des œuvres des cinéastes africains. Avant de nous pencher sur la problématique, voyons ce qu'en disent certains Africains dans notre micro-trottoir. Je pense que le cinéma africain présentement doit essayer de plus se perfectionner. Parce que l'essentiel n'est pas de produire seulement des films, mais c'est de produire des films de bonne qualité, compétitifs sur le marché. Le cinéma est un puissant instrument de sauvegarde, de valorisation de notre mémoire collective. Et c'est capital que les pouvoirs publics prennent en charge la question du cinéma. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de production et il n'y a pas beaucoup de formation accessible aussi aux jeunes qui veulent faire du cinéma. Et quand on arrive aujourd'hui dans un pays comme le Mali à faire un film, on a un problème de visibilité par rapport au film. Il y a plus de salles pratiquement où on peut diffuser le film aujourd'hui. Donc vous voyez, le FESPACO est devenu le seul lieu où nous autres nous battons pour aller voir certains films africains. Parce que si tu ne vois pas ces films-là à Ouagadougou, tu ne les verras jamais nulle part à travers l'Afrique. De façon générale, on l'a dit et le mot demeure encore et toujours vrai. Depuis l'époque de Ousmane Sembène, le cinéma africain existe principalement parce que les réalisateurs, qui deviennent souvent des producteurs, font des efforts pour qu'il existe. Sinon, de façon générale, les États africains n'aident pas tellement leur cinéma. Et quand je prends le cas particulier de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas, le dernier film réalisé par un Ivoirien, je ne sais pas trop, mais le constat aujourd'hui à Abidjan, c'est qu'il n'y a pas de cinéma. Je pense que le cinéma africain a du mal à émerger au niveau international parce qu'on n'a pas assez de moyens pour montrer nos films à l'extérieur. Il n'y a plus de salles de cinéma pour exploiter. Donc du coup, tout ce que le producteur aura à réaliser reste vraiment dans des tiroirs souvent ou exploité sur des télévisions. Donc du coup, la rentabilité est en danger au fait. Voilà. Monsieur Kouyaté, comment va le cinéma africain alors que s'ouvre la 23e édition du FESPACO? Je crois qu'en écoutant un peu les intervenants là, on peut tout de suite se dire que le cinéma va mal. Parce qu'il ne faudrait pas que l'arbre cache la forêt. C'est vrai que le Mali, par exemple, a 5 films en compétition, mais ça n'est pas une raison pour croire que le cinéma va bien. Les intervenants, ils ont pratiquement énuméré tout un chapelet de problèmes qui sont liés à l'existence même du cinéma. Depuis la production jusqu'à la distribution, à l'exploitation et aux recherches de financement. Et aujourd'hui,
l'avenir même de nos productions, parce que nos productions se retrouvent sur les marchés, alors que celui qui a sué, qui a transpiré, et eau et sang, et qui a donné son argent pour que le film se fasse, il voit son produit se vendre sur le marché. Et on n'a aucune protection par rapport à ça. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation? Parce que lorsque on étudie les problématiques du cinéma africain, on se rend compte que tous ces problèmes sont des problèmes qui datent des balbutiements du cinéma. Oui. Alors comment se fait-il que jusque-là, on n'ait pas pu trouver de solution à ces problèmes-là? Il y a quand même un problème, c'est difficile à comprendre. Oui, le cinéma est à l'image un peu de nos économies. Autant on peut dire que les pays africains ont des problèmes, parce que rarement on peut dire oui, tel pays africain a vraiment résolu, en tout cas vit dans une certaine mesure un peu au-delà d'une certaine aisance. Et le cinéma est à cette image-là. Donc je pense que aujourd'hui, on peut faire l'historique, hein, c'est-à-dire que le cinéma au début, depuis les indépendances jusqu'à dans les années 80, avec les institutions de Bretton Woods, Banque mondiale, FMI, qui ont, avec leur programme d'ajustement structurel, qui ont joué un peu sur nos économies nationales, qui étaient déjà des économies très très faibles déjà, et avec la fermeture des salles aujourd'hui. Parce que c'est comme si vous avez une usine, vous produisez quelque chose et il n'y a personne pour les acheter. Oui, mais où sont les États? Où sont les États dans tout ça? Ben justement, c'est pourquoi nous, dans les perspectives, nous voulons que le cinéma, on puisse avoir une vision régionale ou sous-régionale. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que on essaie de résoudre les problèmes de l'image et en cinéma et en audiovisuel en termes de sous-région, par exemple l'UMOA, la CEDEAO et même l'Union africaine. Parce que tous les films que nous faisons, en tout cas les films importants que nous faisons, si vous regardez les génériques, il y a toujours des financements Union européenne. Et souvent c'est la plus grande partie, la plus grosse partie. Nous allons venir à la question du financement. Oui. Le temps que je demande à M. Traoré, à quoi sert le FESPACO? Le FESPACO est aujourd'hui une vitrine incontestable du cinéma africain. Est-ce qu'en fait, c'est pas une vitrine qui cache la misère du cinéma africain? C'est déjà quelque chose que cette vitrine existe parce qu'elle a beaucoup contribué à la visibilité, à l'ouverture du cinéma africain au monde entier. Et je pense que pour cela, si ça n'existait pas, à la limite, dans les conditions qu'on voit aujourd'hui, on se demande ce qu'on aurait pu réussir. Moi, je suis pas un spécialiste du cinéma, mais j'ai comme l'impression qu'il y a un paradigme qui persiste. Vous savez, quand on rentre le soir à la maison, on a fini de travailler, on veut se relaxer, on regarde un film pour dormir. Mais c'est un accessoire. C'est perçu comme étant un accessoire. J'ai comme l'impression que c'est ce paradigme qui se reproduit dans l'approche du cinéma africain, à savoir que ça ne fait pas partie de l'économie. De telle sorte que ce soit les gouvernants, que ce soit les acteurs eux-mêmes, on ne s'inscrit pas véritablement dans une logique de professionnalisation, de manière à en faire un véritable secteur d'activité fortement rentable. Mais ça, ils le savent. Oui. Aujourd'hui, c'est pourquoi d'ailleurs dans nos textes, vous verrez toujours que nous voulons créer au niveau de nos pays, en tout cas de la sous-région, les conditions de création d'une véritable industrie cinématographique. Moi, j'entends parler de création d'une industrie cinématographique africaine, ça fait plus de 30 ans. Oui. Oui, justement, mais il le faut. Oui, mais pourquoi on en parle, mais il y a rien qui éclot. Oui, mais parce que tout simplement, c'est un problème. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, nous, on a conscience de ça. Je crois qu'il y a 20 ans, vous allez me dire que cette même phrase aussi était dite il y a 20 ans. Mais ce qui est sûr, c'est que tant qu'on ne transformera pas le cinéma en une industrie qui s'inscrive dans une économie donnée, il n'y aura pas de cinéma. Oui, c'est ce que dit M. Traoré. Et ça, c'est une réalité. Oui, mais comment on fait? Mais il faudrait concrètement, nous, par exemple, nous demandons, parce qu'il faudrait que les grands pays qui font du cinéma, les Américains, les Indiens, ce qu'on appelle les hindous, aujourd'hui le Brésil, etc., qui font du cinéma. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'il y a une forte implication des États. Parce que c'est pratiquement des domaines de souveraineté. Les premières impulsions sont toujours données par les États. Parce que les États doivent prendre confiance que le cinéma, l'audiovisuel, c'est surtout l'image. Et l'image, dans notre langue nationale, on dit « dia ». Et quand vous allez voir quelqu'un, etc., l'image, on dit « diatigi ». Et l'image
les gens oublient souvent le cinéma et l'audiovisuel faisant partie intégrante de la culture. On oublie que la culture est le fondement de tout développement. Oui, très bien, mais les États africains ont tellement de problèmes. Ils sont tellement pris entre la nécessité de rester au pouvoir et les dictats des institutions de Bretton Woods que véritablement le cinéma, à mon avis, ne figure pas parmi leurs priorités. Alors, est-ce qu'on ne peut pas imaginer des démarches alternatives qui impliqueraient les privés africains et que l'État donne une caution ou qu'il crée le cadrage législatif, réglementaire, qu'il appuie un peu, mais que ce soit l'affaire des privés africains. Est-ce que cela est concevable, M. Traoré? Je pense que on ne pourra pas réussir grand-chose tant que le cinéma africain ne se construit pas une image professionnelle. Quand vous regardez les ministères de la culture dans nos pays, ces ministères abritent le cinéma. On retrouve souvent des départements de la cinématographie, des départements qui sont des structures complètement vides. Et ce qui veut dire qu'en réalité, on n'accorde pas, on n'a pas, à mon sens, encore compris les enjeux qui jugent. J'ai comme l'impression qu'on a baissé les bras devant la fulgurance de la compétitivité des autres nations de cinéma telles que les Américains et tout ça. Alors que si nous ne nous inscrivons pas dans une démarche de professionnalisation assez rigoureuse en étant conscients, en développant une véritable conscience de la rentabilité dans ce secteur-là, on aura du mal à compétir. Parce que finalement, le petit écran, il appartient à tout le monde. Ça appartient à tout le monde. Il faut être compétitif et pour tirer son épingle du jeu. Est-ce qu'on peut être compétitif lorsque notre cinéma est financé par le contribuable français? Non. Justement, c'est pourquoi nous, d'ailleurs, nous sommes en train de préparer encore une rencontre autour du secteur. Tous les professionnels vont se rencontrer parce que ce qui est sûr, c'est que il faudrait qu'on arrête de rendre nos cinémas des assistés. Voilà. On a un cinéma assisté. Quand vous regardez les génériques, vous allez voir que les 90% des financements viennent de l'extérieur, qui rentrent un peu dans le cadre des coopérations. L'Union européenne, la francophonie, etc., etc. Mais ça veut dire qu'il faudrait que nous sortions de cette logique-là et qu'il y ait des véritables cinémas nationaux. Oui, mais M. Kouyaté... Et pour ça, il faut que l'État intervienne. Oui, très bien. Mais lorsque je regarde le cinéma de pays anglophones africains, il se porte nettement mieux que le cinéma des pays francophones. Oui. Je parle du Nigeria, je parle de l'Afrique du Sud, du Ghana. Oui, je suis d'accord avec vous, parce que les gens disent, oui, le Nigeria qui fait aujourd'hui 120, 130 millions d'habitants, ben, si il faut une protection sérieuse de leurs frontières avec les productions vidéo qu'ils font, ça fait quand même un marché, ça fait une économie intégrée. C'est ça. Bon, malheureusement, nous, justement, c'est en nous fiant à cela que nous avons voulu créer un marché au niveau de l'UMOA. C'est des régions, au niveau un peu de ces 8 pays-là qui sont là. Et je suis sûr que si nous intégrons un peu nos productions, nous intégrons nos marchés, c'est déjà pas mal. Et ça, je crois qu'on est en train de travailler là-dessus. Très bien, ça veut dire encore une fois que nous revenons à la nécessité de l'union et de l'unité, plutôt disons, de nos forces. Parce que je crois que pris isolément, aucun de ces cinémas nationaux-là n'a de la pérennité. Quand je regarde nos grands cinéastes, nos cinéastes historiques, paix à son âme, Samen Ousmane, Idrissa Ouedraogo, quelques-uns, ce sont des héros solitaires. Ce sont des gens qui arpentent les bureaux des structures de financement à longueur de mois et d'années pour collecter de l'argent et produire du cinéma. Et puis quelquefois, on vient les célébrer et puis bon, ça s'arrête là. Le grand absent, c'est cette économie de la culture. C'est ça qu'il faut asseoir. Et stratégiquement, il faut que dans les politiques économiques à l'échelle des différents pays africains et même au niveau des structures communautaires telles que l'UMOA, qu'il y ait une véritable intégration de l'économie de la culture dans l'économie globale à l'échelle de nos pays. Merci. Nous allons nous en tenir à ces propos. Puisque nous sommes arrivés au terme de la première partie de notre émission. Nous allons maintenant aborder notre second sujet après cette petite respiration.
Voilà. Nous allons aborder la problématique du chômage des jeunes diplômés en Afrique. Dans un continent où tout reste à faire, comment comprendre que des centaines de milliers, des millions de jeunes diplômés soient en chômage? Dans un récent rapport, les Nations Unies, parlant du chômage des jeunes en Afrique, ont dit qu'il s'agissait d'une bombe à retardement. C'est exactement les mêmes propos que M. Jacques Chirac, alors président de la République française, a employé lors d'une visite qu'il effectuait dans un pays de la sous-région. Alors, bombe à retardement, est-ce que les États africains ont conscience du caractère crucial de cette problématique? Avant d'entrer dans le vif du sujet, suivons le micro-trottoir. Concernant le problème de l'emploi des jeunes en Afrique, je pense que non seulement il y a un manque d'emploi, mais les jeunes, quand ils arrivent au niveau d'une entreprise, ils refusent d'apprendre. Or, c'est l'expérience qui doit dégager leur maintien dans l'entreprise. Sans expérience, on ne peut pas prouver de quoi on est capable. Aujourd'hui, on constate que l'emploi des jeunes en Afrique est un problème crucial parce que quand on voit le grand nombre de diplômés, surtout des jeunes qui n'ont pas accès à l'emploi, vraiment, nous pouvons dire que c'est un véritable problème qu'on doit chercher à remédier. Il faut dire que le constat est le même partout de nos jours, avec le chômage qui va sans cesse croissant et le nombre de diplômés aussi qui augmente de jour en jour. Il n'y a pas de véritable perspective, pas de véritable politique de l'emploi sous nos tropiques. Et il faut que les formations cadrent avec les besoins du terrain. Mais aussi, il y a une question d'orgueil, parce qu'une fois qu'on a atteint un certain niveau, on se dit qu'on mérite beaucoup de choses, un bon boulot, un bon salaire et un bon niveau de vie. L'emploi, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Il y a certes l'État qui forme les jeunes, qui crée les opportunités, mais aussi il y a les opérateurs économiques, le système économique, qu'il soit public ou privé, joue un rôle important aussi. Donc le chômage ne peut jamais se justifier. Moi j'ai toujours condamné le chômage. Le chômage est dû seulement à l'incapacité des gouvernants. Ils ne savent pas créer des emplois, donc ça c'est leur faute. Je pense que le gouvernement essaie de faire de son mieux concernant le chômage des jeunes, mais il ne peut pas tout faire. Il faut que les jeunes aussi essaient d'avoir une volonté de rechercher eux-mêmes des emplois et ne pas trop attendre du gouvernement. Selon le Bureau international du travail, qui est une organisation extrêmement sérieuse, le chômage massif des jeunes Africains s'apparente à une menace qui est pire que celle des terroristes. Vous avez bien entendu. Monsieur Traoré, qu'en pensez-vous? C'est plus qu'une bombe à retardement. Et j'allais même dire que c'est une force dynamique en attente. Une force dynamique parce qu'elle ne fait que croître de façon vertigineuse. N'oublions pas qu'il y a la poussée démographique, il y a la dynamique démographique, mais en même temps, l'offre ne présente pas une élasticité proportionnelle. Donc j'ai comme l'impression que ce fossé est un fossé sans fin, qui ne fait que se creuser. Mais on ne va pas tout mettre sur le dos des gouvernants. De toutes les façons, ceux qui se sont fait élire l'ont fait au prix du programme, à travers lesquels des promesses ont été faites, notamment des promesses en matière d'emploi. Donc, au rendez-vous du compte, et ces gouvernants sont forcément interpellés, et c'est tout à fait normal. Mais moi, je vois un certain nombre d'aberrations. Un certain nombre d'aberrations. Quand je vois des camions qui transportent du coton africain et qui les amènent vers des ports pour que ce coton soit exporté, ce n'est pas du coton qui est transporté, mais c'est de l'emploi qui est transporté. Expliquez-nous ça. En réalité, ce coton va aller
alimenter les circuits industriels en Asie, dans les pays acheteurs, et c'est ce même coton qui nous revient sous forme de vêtements. Mais ça, tout le monde le sait. Pourquoi est-ce que c'est toujours comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Il faut que on arrive à comprendre qu'il y a un certain nombre de réalités macroéconomiques qui sous-tendent la problématique de l'emploi et qu'on agisse véritablement sur ces leviers. On ne peut pas continuer à consommer de la tomate concentrée venue de l'extérieur, des pâtes alimentaires venues de l'extérieur. On ne peut pas continuer à consommer du riz venu de l'extérieur, alors même qu'il suffit de prendre un avion et de regarder en bas et de voir que tous les cours d'eau que nous avons, au bord de ces cours d'eau, il n'y a absolument rien. Alors comment expliquez-vous cela, M. Kouyaté? Comment expliquez-vous ce que dit M. Traoré? Mais j'explique cela par le fait que une partie des fautes revient un tout petit peu à nos gouvernants, bien sûr. Parce que si je prends l'exemple du Mali, que je connais bien, parce que je suis enseignant à la base, et la Première République a créé des structures scolaires d'enseignement, à l'image de l'économie qui existait à l'époque, qui était, on n'avait pas le système universitaire. Et c'était bien. Et aussitôt après, au cours de la Deuxième République, Troisième République, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on a commencé à sentir une inadéquation entre les structures de formation et les emplois sur le marché. Et ce déphasage-là, d'année en année, c'est aggravé de façon exponentielle. Et je crois que c'est là où il y a le problème. Et je pense qu'il y a eu une sorte de paresse intellectuelle ou de peur de changement, de s'atteler à faire des changements qui ont créé ce truc-là. Tout le monde se dit oui, il y a le constat qui est là, mais quelles sont les solutions à apporter? Je crois que personne ne veut prendre le risque. Mais voyons d'abord les causes de cette aberration qui consiste à former des gens dont le marché de l'emploi n'a pas besoin. Monsieur Traoré, la culture dominante reste toujours la culture fonctionnariale. Il y a dans nos pays d'Afrique de l'Ouest ici, il y a essentiellement 3 bassins de création d'emplois. Il y a l'économie agricole, il y a le secteur non structuré ou secteur informel, et il y a le secteur formel, les emplois publics et puis les entreprises privées. Or, dans la réalité, l'économie agricole représente 80% à peu près, et le reste 20%. Donc on est dans le rapport 20-80. Mais dans la réalité, on forme pour 80%, pour ces 20%, à savoir le secteur non structuré et le secteur structuré. Donc on est là encore, on est dans une aberration totale. Vous ne verrez pas un institut en technologie de tomates. Vous ne verrez pas un institut en technologie d'oignons. Mais les gouvernants savent ça. Je connais un chômeur, un déscolarisé, qui est parti mettre en place une structure pour cultiver de l'oignon. Cultiver de l'oignon. Parce que, dit-il, le cours de l'oignon était assez intéressant. Mais il a quitté la ville et il est parti au village pour le faire. La première année, ça a été un échec total parce qu'il ne savait pas le faire. Il ne savait pas le faire. Donc, personne n'est formé pour le faire. Et j'ai vu également des exemples concrets. J'ai été au niveau de Ségou, dans le cadre des activités du groupe Keïta, où il y a une structure agro-industrielle. Là, j'ai vu des choses intéressantes. C'est-à-dire que c'est possible. C'est possible. Parce qu'avant, le groupe importait le blé, le transformait en farine pour vendre aux boulangeries. Mais aujourd'hui, le groupe produit le blé sur place, avec tout ce que ça donne comme opportunité de création d'emplois. Mais j'ai vu des paysans qui n'ont jamais tenu un bulletin de salaire, qui sont devenus des salariés à travers ça. En plus de cela, la farine produite est utilisée pour faire des biscuits, la farine produite est utilisée pour faire des pâtes alimentaires et demain, du couscous. Et les déchets vont dans l'aliment de bétail. Moi, je pense que ça, c'est un modèle à suivre. Mais il y en a combien? Pourquoi est-ce que le secteur privé, parce que là vous venez de nous parler d'un cas de réussite, pourquoi est-ce que le secteur privé peine à absorber, disons, une part importante
si pas essentielle, des jeunes diplômés qui sont en chômage. Mais parce que c'est aussi simple que ça. Si l'essentiel des biens et des services que vous consommez sont fabriqués ailleurs que sur votre espace économique, vous n'allez pas créer des emplois. Justement, je pense par là que le secteur privé pourrait se mettre dans la position justement de faire ces productions. Je pense que des mesures incitatives doivent être prises pour que le secteur privé occupe ces champs qui nous échappent. Et j'ai parlé de la prédominance de la culture fonctionnariale. Moi, je propose une mesure très forte. Je propose que plus personne ne dure plus de 5 ans dans la fonction publique. Tiens. Que la fonction publique soit un lieu de transit. Et qu'un accompagnement soit mis en place pour que les sortants soient transformés en créateurs d'entreprises, en entrepreneurs. Bon, là, je vais parler plutôt de sa proposition. Bon, ça c'est une proposition qui tombe comme une sorte de massue là. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est sûr, c'est que la question que vous avez posée, pourquoi le secteur privé n'arrive pas à absorber tout le chômage? Parce que tout simplement, le secteur privé, d'abord, n'est pas très développé dans nos économies. Pas du tout. C'est seulement ces dernières années. C'est une raison de plus pour le booster. Mais l'exemple qu'il a donné, c'est que il a parlé d'une structure qui travaille dans le domaine de l'agropastoral. Et je pense qu'on devrait revoir un peu nos structures de formation et essayer de rediriger un peu les filières sur des filières vraiment agropastorales. Parce que quand nous disons que nos économies c'est à 90% agricole, ça c'est une phrase. Mais dans la réalité, c'est autre chose. Tout le monde veut aller dans un bureau climatisé, etc., etc. Alors qu'on devrait se retrousser les manches et former des jeunes, comme il l'a dit, former des jeunes et les spécialiser en culture d'oignons, de tomates, de coton, etc., etc. Mais que ce ne soit pas seulement du coton qu'on exporte. Mais on entend ça dans le discours de tous les ministres, de tous les chefs d'État, de tous les directeurs. On entend ça tout le temps. Mais c'est les jeunes qui doivent... Moi, je pense que les jeunes aujourd'hui doivent se lever. Parce qu'il faudrait aujourd'hui qu'on arrête de continuer avec ces facultés-là qui sont en fait des usines à fabrication de chômeurs. Quand il y a des facultés qui sont comme ça. Très bien. Sur 100 personnes, on prend un seul par an, etc. Donc c'est vraiment... En fait, je ne suis pas allé au bout de mon idée. Allez-y. Excusez-moi de vous avoir... Quand je dis qu'il faut que le temps maximum passé dans la fonction publique soit de 5 ans, c'est pour détruire la culture fonctionnariale. Il faut que ce soit un lieu de transit pour que ceux qui passent par là créent des entreprises après, et en faisant le retour d'expérience, en utilisant leur expérience pour créer des entreprises et employer d'autres personnes. En réalité, mon idée, c'est 100% entrepreneur. 100% entrepreneur. Est-ce que ça existe? Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire? Dans la perspective, peut-être. L'impossible prend un peu plus de temps. Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire? Il faut que ceux qui sont dans l'économie agricole deviennent des entrepreneurs agricoles. Il faut que ceux qui sont dans le secteur non structuré, dans le secteur informel, soient formés pour avoir les qualifications nécessaires pour être des entrepreneurs à leur échelle. Il faut que ceux qui sont dans le secteur structuré, notamment dans la fonction publique et dans les entreprises privées, comprennent qu'au bout de 5 ans, il faut qu'ils deviennent des créateurs d'entreprises pour laisser la place. Il faut encourager la mobilité. Il faut inventer un modèle économique. Mais on ne peut pas... on n'a pas créé la lampe à incandescence en améliorant la bougie. Il ne s'agit pas de réformer, il s'agit de changer. Il faut penser autrement. Il faut réfléchir autrement. Mais quand on connaît la capacité de résistance quasi naturelle au changement, surtout au changement qui implique des pertes de position et de statut, je crois que ça ne sera pas facile. Je pense aussi que les gouvernants, c'est vrai, sont assaillis par beaucoup de difficultés. Si bien que je trouve que la gouvernance aujourd'hui est en réalité une gouvernance urgentiste, parce que les problèmes viennent de partout. Il faut parer au plus pressé. Si bien que c'est vrai, les gouvernements sont conscients des enjeux liés à ce manque d'emploi, à ce problème de chômage endémique. Il y a plein de programmes partout. Des programmes d'aide à l'embauche,
des programmes, des fonds d'appui aux jeunes, des fonds de développement de la formation professionnelle. Il y a beaucoup d'initiatives, et d'ailleurs les États rivalisent d'initiatives. Il y a eu beaucoup de réunions, de forums. Il reste maintenant à faire des forums sur les forums. Tout a été fait. Mais je pense qu'il y a aussi de notre responsabilité. Nous qui sommes dans le secteur donc de la réflexion, et nous qui faisons de la consultation, il faut qu'on monte aussi en scène pour faire des propositions. Il ne faut pas aussi qu'on mette tout sur les dos des gouvernants. Et je suis en train de préparer donc des propositions pour faire, que je vais adresser à des gouvernements pour proposer ce nouveau modèle-là, pour qu'on aille vers ça. Voilà. Mais à côté de ça, il faut aussi savoir que nous, en tant que parents d'élèves, nous avons notre part de responsabilité. Parce que beaucoup de parents se sont spécialisés dans le conseil aux enfants en les dirigeant vers des filières parking. Tout le monde dit qu'il faut faire finance, comptabilité, il faut faire gestion commerciale. C'est des filières qui sont saturées. Et les filières de demain, c'est les filières qui vont se bâtir autour des technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, on ne pourra pas faire de l'industrie, on ne pourra pas faire de la banque, on ne pourra pas faire de la santé sans les technologies de l'information. Très bien, M. Traoré. On va avancer. Les Africains se sont réunis à tous les niveaux. Il y a eu des sommets à Addis Abeba, il y a eu de l'UA, il y a eu des sommets de la CEDEAO, de l'UEMOA, la Banque africaine de développement en a organisé, Addis Abeba, Ouaga, Dar es Salaam, etc., etc., autour de ce problème du chômage des jeunes en Afrique. Il n'en est pas sorti grand-chose en réalité. Alors, le problème est de savoir est-ce que l'Afrique a les moyens d'apporter des solutions pertinentes à ces problèmes. Première question. Ma deuxième question, c'est que là nous parlons des jeunes diplômés, mais est la masse des jeunes non scolarisés ou déscolarisés, ruraux et périurbains, qui sont nettement plus importants encore que les jeunes diplômés. Et qui ne feront pas dans la dentelle. Parce que pour pouvoir avancer, il faut qu'on règle nos comptes avec certains paradigmes. Vous savez que dans certains textes de la fonction publique, il est strictement interdit à un fonctionnaire d'entreprendre. Donc on a longtemps opposé fonctionnaire et entreprise. On a développé la culture fonctionnariale. On a tout fait pour étouffer l'esprit entrepreneurial. Il faut changer de paradigme. Si on revient au 100% entrepreneur, on a déjà fait un pas. Derrière tout ça, l'avenir est devant nous. L'Afrique est l'avenir du monde, tout le monde le sait. Les terres cultivables sont extraordinairement importantes. Oui, mais à condition que ce ne soit pas un avenir potentiel. C'est un avenir qu'on peut transformer véritablement. On peut faire de cet avenir-là un avenir radieux, un avenir merveilleux. Mais il suffit de sortir de la logique urgentiste pour élaborer des programmes de développement pluriannuels s'appuyant sur des visions courageuses et des modèles économiques qui nous permettent de régler de façon durable la problématique du chômage. Sinon, ce n'est pas concevable qu'un pays qui a des pays qui ont autant de terres à cultiver, qui ont autant de bouches à nourrir, et dans un contexte où les terres cultivables sont même épuisées ailleurs, mais qui ont un marché extraordinaire. Et où nous vendons nos terres. Voilà. À des entreprises hors Afrique. Plus grave. Et qui ont toutes les possibilités. Mais si nous ne réussissons pas à le faire, nous méritons d'être à la place où nous sommes. Autrement dit, ou bien nous l'emportons sur le défi, ou ce défi l'emporte sur nous. Oui, M. Kouyaté, dernier mot. Pour ne pas revenir encore sur tout ce que le spécialiste a dit, moi je dirais que pour sortir un peu de cet engrenage urgentiste de nos gouvernants, peut-être que nous le voyons dans les pays développés, c'est-à-dire il y a toujours des cercles de réflexion, des grands spécialistes dont le rôle
et la réflexion. Vous croyez qu'on n'a pas suffisamment réfléchi? Non, on n'a pas suffisamment réfléchi. C'est-à-dire les gens réfléchissent comme ça, en termes d'urgence, en termes de solutions à apporter sur un problème qui se pose aujourd'hui, et après la réflexion est rompue. Moi, je veux dire des gens des gens qui réfléchissent de façon fondamentale sur des problèmes donnés et qui apportent au-delà de tout ce brouhaha-là, des gens qui viennent et qui réfléchissent à des problèmes pour nous donner des solutions. Moi, je pense que c'est très important. Il ne faut pas attendre de nos gestionnaires du quotidien, c'est-à-dire les gouvernants, attendre des solutions sur le long terme. Ça va être très difficile. Merci bien, monsieur. Oui, monsieur Traoré. Pour être concret, je ferai deux propositions. Oui. Il y a des programmes d'aide à l'embauche qui ont été mis en place dans beaucoup de pays africains pour aider les chercheurs d'emploi à mettre pied dans l'entreprise, à avoir des stages, pour ouvrir la porte de l'entreprise. Je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut mettre en place des programmes de tutorat, ou encore de mentorat, ou de parrainage, pour que des chercheurs d'emploi soient parrainés par des professionnels qui sont en entreprise. Il faut qu'on développe le parrainage. Il faut que des cadres, des hauts dirigeants, qui, disent-ils, sont à la retraite, deviennent des parrains pour d'autres, mentorisent d'autres personnes. Donc il faut mettre en place des programmes de tutorat pour pousser ces jeunes-là. Et puis, conseil à ces jeunes qui s'inscrivent aujourd'hui, attention aux filières parking, attention à aller faire des formations, mais qui ne serviront à rien. Vous savez qu'aujourd'hui, les changements technologiques font qu'il y a des emplois qui sont en phase de paupérisation, d'appauvrissement accéléré. Vous prenez l'emploi de secrétaire aujourd'hui, tous ces emplois d'accueil en relation de face à face, etc., ont vocation à disparaître du fait de la poussée technologique. Vous avez des distributeurs automatiques de billets aujourd'hui, les banques, on est passé de la banque fixe à la banque en poche, à la banque mobile. Tout ça, ça va bouleverser beaucoup de choses. Donc, dernière proposition que je fais, c'est la création d'un observatoire dynamique de l'emploi. Très bien, M. Traoré. Nous espérons que les décideurs à tous les niveaux ont entendu ce que l'un et l'autre ont dit et proposé face à ce problème extrêmement important du chômage des jeunes diplômés, en particulier en Afrique. Nous sommes arrivés au terme de la deuxième partie de notre émission et nous allons aborder la troisième partie, c'est-à-dire vos appels téléphoniques, dans quelques instants. Voilà, Monsieur Diakité. Oui. Voilà, vous êtes en ligne sur Africable. D'accord. Sur le cinéma. La question. Sur le cinéma ou le chômage des jeunes. Alors, sur le chômage des jeunes, la question se pose dans les termes, à mon avis, de la manière suivante. Il y a du travail en Afrique, mais c'est la typologie de l'emploi est essentiellement de l'auto-emploi. Et en tant que tel, nous ne pouvons pas ne pas traiter la question de l'emploi sous le prisme de l'auto-emploi. Parce que les gens se mettent au travail sans pour autant forcément avoir un appui. Seulement, un emploi dans le cadre de l'auto-emploi est caractérisé par la précarité et la logique de survie. Ce qui est important, alors, c'est d'agir sur la qualité de l'emploi, non pas sur la quantité. La quantité est déjà là, mais c'est la qualité de l'emploi, c'est-à-dire agir pour sortir l'emploi de la précarité. D'accord, M. Diakité. Agir sur l'emploi pour le sortir de la zone de logique de survie. Oui, monsieur. Et c'est en le faisant, on a de l'insertion professionnelle valorisante qui permet de percevoir les perspectives d'avenir pour le jeune sous un angle qui lui donne plus de revenus. Merci pour votre appel, M. Diakité. Merci pour votre appel. Messieurs, vous avez entendu M. Diakité.
Quelle réflexion ces propos suscitent en vous? Je crois que la précarité dont il parle est liée essentiellement au fait que souvent, c'est vrai, on arrive à avoir des emplois. Un nombre très important de jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi ont des emplois qui sont des emplois temporaires, qui ne sont pas des emplois durables, qui sont des emplois faiblement rémunérés. Donc, il est important effectivement que nos économies puissent avoir la compétitivité qui permette vraiment d'offrir des emplois solides, des emplois et qui puissent satisfaire les postulants. D'accord. Monsieur Kouyaté? Enfin, moi je pense que le problème de l'emploi se posera tant que nous prenons nos matières premières, le coton, tout ce que nous produisons, et que ces matières sont dirigées vers l'Occident, vers les pays, la Chine, aujourd'hui l'Inde, etc., etc. Parce que chaque fois qu'on envoie un peu ces matières premières vers ces pays-là, il n'y a pas de valeur ajoutée. C'est vraiment, alors qu'on aurait pu, par exemple, en coupant le bois de nos forêts, on aurait pu créer un peu au bord des ports ou bien même au sein même des forêts, un peu des usines pour transformer ce bois-là, transformer le coton, transformer l'arachide, etc., etc. Et tant que nous ne ferons pas ça, on restera toujours un peu dans cette situation-là, à mon avis. Monsieur Boukar, bonsoir. Je crois que la ligne n'est pas bonne. Alors, je voudrais qu'à propos du chômage, le fait que les jeunes n'aient accès à aucune perspective de travail dans nos pays, ça peut être le Niger, le Mali, ceux qui sont des trois parties, par exemple, pour des aventuriers comme ceux qui occupent aujourd'hui du nord du Mali. Oui. Quelle peut être, à votre avis, la solution qu'on peut trouver pour que les jeunes ne soient pas arrômés dans les aventures? Voilà ma première question. Merci, M. Boukar. Nos invités vont répondre à votre question. Alors, comment faire pour que les jeunes chômeurs, les jeunes désœuvrés, ne soient pas enrôlés dans des aventures de type extrémiste et violentes, telles que ça a été vu récemment dans le nord du Mali? Voilà la question qui pose. Comment faire? Il y a aussi un autre paradigme. Et on a toujours privilégié le quantitatif au qualitatif. Parce que c'est vrai, les indicateurs n'étaient pas du tout bons. Le taux de chômage, enfin le taux de scolarisation, le taux d'alphabétisation, et tous ces taux-là étaient perçus comme étant faibles et jouaient négativement dans les différentes logiques de classement des pays africains. Donc on a mis l'accent sur le quantitatif. Or, pour pouvoir avoir un emploi qui puisse vous assurer un revenu satisfaisant, il faut que vous ayez une formation adéquate. Je prends un exemple très simple. Quand une banque recrute un conseiller clientèle, elle appelle des titulaires d'une licence professionnelle en marketing ou d'une licence professionnelle en gestion commerciale. Quand ces personnes arrivent, elles ne savent absolument rien faire de la relation clientèle. C'est ça. Pas du tout. D'accord. Donc du coup, le salaire qui est proposé en contrepartie n'est pas satisfaisant parce que l'entreprise elle-même est obligée de reprendre en charge la formation, l'amélioration de la formation de la personne nouvellement recrutée. Bon. Merci M. Traoré. Je reviendrai vers vous M. Traoré. Merci M. Boukar d'avoir appelé du Niger. Nous allons maintenant recevoir M. Missé qui appelle de N'Djamena. M. Missé, vous êtes à l'antenne d'Africable. Oui, bonsoir. Moi, bonsoir. Je suis attaché de presse au ministère des Postes et des Nouvelles Technologies d'Information du Tchad. Merci. Vous êtes à l'antenne. Allez-y. Oui. Quand on parle du cinéma africain, il y a deux choses qui me viennent tout de suite à l'esprit. D'abord, la question de son industrialisation et le problème de manque cruel des salles de cinéma qui ne répondent pas aux normes techniques internationales. Et même déjà les salles qui existent dans quelques rares pays sont soit fermées, soit vétues et n'ont pas suivi l'évolution des pays. Et puis donc nous constatons qu'après 20 éditions du festival, 21 cette année, on a l'impression que rien n'est fait en Afrique, notamment l'Afrique au sud du Sahara,
vous facilitez une autonomisation et une indépendance totale du cinéma africain. Nos petits écrans sont encore malheureusement dominés par les films venus d'ailleurs, et lors des festivals européens, l'Afrique reste la grande absente des écrans. Bien, monsieur Missé, merci. Du Nigeria, mais hélas, les films venus du Nigeria sont mal distribués et sont victimes de la piraterie. D'accord, merci monsieur Missé. Je voudrais savoir. Oui, posez votre question. À quand le développement d'un cinéma digne dans cette Afrique qui se veut émergente? Qu'est-ce qui est en train d'être fait pour que le cinéma africain soit mieux conçu et bien distribué? Enfin, le cinéma africain ne doit-il pas se tourner vers le documentaire, puisqu'il paraît que cela fait aujourd'hui plus de succès dans les compétitions internationales? Merci, monsieur Missé. Nos invités vont tenter de répondre à votre question. Monsieur Kouyaté. Il pose la question de... Effectivement, c'est quand nous parlons de l'industrie du cinéma, on peut se poser la question, vous faites des films, il n'y a pas de salle de cinéma. Or, la salle de cinéma, c'est le marché, a priori, pour les films. C'est vrai, c'est une question. Et c'est un problème. Je pense que au début, certaines personnes disaient que la télévision a tué le cinéma. Mais nous avons vu qu'il y a des pays comme les États-Unis, comme en France par exemple, etc. C'est-à-dire le cinéma existe et la télévision existe. Et le cinéma marche très bien. Le cinéma est toute une économie à part entière. Moi, je pense qu'il faudrait que nous réfléchissions à tout cela, que nous créions des salles. Il y a d'autres formes de marché aussi. Avec les nouvelles techniques de l'information, aujourd'hui, il y a d'autres formes de marché qu'il faut créer. Il faut réfléchir dans ce sens-là et créer des salles. Il a parlé peut-être qu'il faut laisser tomber les fictions pour faire... Mais la nature a horreur du vide. Si nous laissons la fiction à l'Occident, on risque de transformer nos enfants à des sauves-souris. Ils sont des sauves-souris. parce que tous les jours, aucun père de famille ne peut empêcher ses enfants de regarder les séries. Et si nous devons continuer ad vitam aeternam à regarder les séries brésiliennes, italiennes et consorts, mais ce serait difficile. Je pense qu'il ne faudrait pas se croiser les bras, il faut continuer à se battre avec nos trucs et essayer de penser une économie au niveau sous-régional. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je voudrais dire qu'il y a une chose aussi, c'est qu'il faudrait, on n'en a pas assez parlé, c'est qu'il faut que l'État nous aide à lutter contre le piratage. Parce que le piratage ne tue pas seulement le cinéma. Le piratage tue la culture. Monsieur Traoré. Je pense qu'il y a quand même du potentiel, hein, parce que quand je vois des séries africaines telles que Ma Famille, des séries, on avait une série là, Vis-à-vis, ces séries-là marchent très bien. Et quand on fait venir les humoristes africains que vous faites venir sur vos plateaux, mais c'est extraordinairement intéressant. Je pense qu'il y a du potentiel. Et qu'en réalité, ce qui manque, c'est le soutien aux producteurs. Il manque cruellement de ressources parce que finalement, le public africain aime bien ses acteurs, aime bien son cinéma. Mais il faut appuyer ces producteurs-là pour qu'on ait des productions qui puissent résister à la concurrence directe, et la concurrence des productions occidentales, mais également la concurrence indirecte. C'est-à-dire que quand les gens ne sont pas dans des salles de cinéma, ils sont pleins dans des maquis. C'est ça. Ouais. Voilà. Monsieur Kouyaté. Je reviens. Il nous reste 30 secondes. 30 secondes. Ça y est, c'est pour dire qu'il faudrait que, par exemple, nous, on a décidé qu'on va nous battre pour créer un fonds pour le développement du cinéma et de l'audiovisuel. D'accord. Et nous voudrions que ce soit une réalité. Très bien. Nous voilà arrivés au terme de cette émission. Monsieur Traoré, Monsieur Kouyaté, je vous remercie au nom d'Africable. La semaine prochaine, nous allons traiter de la démission du pape Benoît XVI. Quelle signification? Et le deuxième sujet sera prise d'otage. Est-ce une autre façon de faire la guerre? Je vous donne rendez-vous vendredi prochain, 20h30 sur Africable Télévision. Bonne soirée.